Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Le professeur Bonnard, c'est avant tout un homme de valeur, profondément humain. Il ne retient pas seulement les prénoms ou les dossiers médicaux, il garde en mémoire les visages, les histoires, les émotions de chaque famille qui l'accompagne. À travers son regard et ses mots, il nous apprend à mieux connaître la maladie de Hirschsprung, avec une justesse rare, des mots simples, vrais mais toujours rassurants. Ce qui frappe chez lui, c'est cette capacité à trouver le parfait équilibre entre la prise en charge médicale et l'éducation des parents, entre la rigueur du chirurgien et la sensibilité de l'homme. Derrière la blouse, on perçoit un être profondément investi, peut-être parfois touché par les parcours de ses petits patients, comme si chaque histoire laissait en lui une empreinte sincère. Nous le remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de nous parler de son métier, de sa vision et de cette maladie si particulière qu'il connaît si bien. Un échange lumineux, humain et plein d'espoir. Alors aujourd'hui, on va accueillir donc le professeur Arnaud Bonnard, qui est donc chirurgien à l'hôpital de Paris. Donc je vais le laisser se présenter. Bonjour professeur. Bonjour, donc je suis Arnaud Bonnard, je suis chef de service à l'hôpital Robert Debré en chirurgie viscérale. Et ça va faire effectivement 24 ans maintenant que je travaille dans le service. Et nous avons en charge effectivement beaucoup de familles d'enfants porteurs de maladies de Hirschsprung. Et on en a fait un peu notre spécialité entre guillemets avec ma collègue le docteur Montalva, qui travaille au quotidien avec moi. Et oui, en effet, on avait vu un article sur lequel on va revenir. Aujourd'hui, quand on parle de la maladie donc de Hirschsprung, comment vous expliquez ça aujourd'hui aux parents? Qu'est-ce qu'est la maladie concrètement, avec des mots simples? Avec des mots simples, on va dire qu'il y a deux formes essentielles. Il y a une forme qui va être éventuellement transmise dans la famille et une forme, ce qu'on appelle sporadique, c'est-à-dire qui survient de façon un peu accidentelle et c'est fou, t'as pas de chance entre guillemets. Et c'est le système nerveux du tube digestif en lui-même qui se développe mal et qui fait qu'il y ait une partie de l'intestin, le plus souvent le côlon, et le plus souvent dans sa partie distale, dans 75% des cas, qui est mal innervé, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas bien, et qui entraîne donc une occlusion avec un bébé qui effectivement n'arrive pas à évacuer ses premières selles, qu'on appelle le méconium. Et donc aujourd'hui, la prise en charge, donc lorsque vous expliquez aux parents, donc j'imagine que c'est de cette manière. Et après, donc les soins de suite, concrètement, lorsque vous voyez un bébé effectivement avec un méconium qui ne sort pas, la suite, c'est vous qui la prenez en charge, j'imagine. Alors effectivement, ils sont souvent adressés dans un service de chirurgie. Mmh. Puisque c'est des bébés qui donc sont oclus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger, sont ballonnés, sont douloureux parfois, sont même parfois ont une infection liée au fait qu'ils soient oclus, ce qu'on appelle une entérocolite. Mmh. Et donc ils sont adressés dans le service de chirurgie viscérale pour qu'on puisse les prendre en charge. La première urgence, entre guillemets, ça va être de lever l'occlusion. Et pour cela, on fait ce qu'on appelle un nursing, c'est-à-dire des montées de sondes qui vont permettre effectivement, avec des sondes rectales, donc en silicone, qui vont permettre effectivement d'évacuer ces selles et éventuellement de faire des petits lavements pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bactéries qui se multiplient dans ce tube digestif qui ne fonctionne pas bien. Donc la première étape, c'est effectivement le nursing et le déballonnement, d'essayer de faire en sorte de lever cette occlusion chez ce bébé. Et lorsque vous faites le nursing, comme vous dites, déjà, est-ce que à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà un peu analyser si on est plutôt sur une forme, enfin, le type de forme, est-ce que vous pouvez l'analyser avec Oui. ces nursings ou pas? Oui, tout Déjà. à fait. Tout à Ok. fait. C'est-à-dire que si le nursing est efficace, c'est-à-dire en fait si la sonde arrive à monter au-dessus de la partie de l'intestin qui est mal innervée, qui fonctionne pas bien, donc on est dans une forme courte et on va arriver effectivement à éliminer les selles et à faire en sorte qu'on déballonne ce petit enfant en lui permettant d'évacuer les gaz et les selles au travers de cette sonde. Si en revanche la forme est plus longue, effectivement la sonde va pas réussir à monter au-dessus de cet intestin qui est mal innervé et donc on n'arrivera pas à le nurser correctement et c'est un enfant qui va rester ballonné effectivement et pas bien en occlusion. C'est dans ces cas-là qu'effectivement, on va être amené à le prendre en charge au bloc opératoire pour lever l'occlusion. Et la seule manière qu'on a de lever l'occlusion, c'est de faire ce qu'on appelle une stomie. D'accord. C'est-à-dire qu'on va prendre l'intestin et on va monter l'intestin à la peau de façon à permettre effectivement l'élimination des selles et des gaz et faire en sorte que ce bébé soit plus occlu.
Ouais. Donc là, la stomie, c'est vraiment, on va dire, une stomie de décharge dans le but, effectivement, de laisser un peu Ouais, au repos un intestin qui a été ouais, trop sursollicité, en fait, à tout à partir fait. de la naissance. Et là, on est plutôt sur de la forme longue, voire Mmh. très Très étendue, étendu. où vous mettez une stomie. Et lorsque vous êtes sur de la forme courte, ma question, c'est plutôt combien de temps vous laissez, en fait, ces nursings en place, si ça fonctionne? Est-ce que l'objectif, ça va être de l'opérer quand même le plus rapidement possible, ou plutôt de laisser le bébé grossir en mettant toujours en place ces nursings pour l'évacuation? C'est quoi la stratégie dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on préfère, On a faire? essayé les 2 manières de faire, c'est-à-dire d'opérer l'enfant dans les 8 premiers jours de vie, Mmh, après avoir réalisé donc une petite semaine de nursing, versus une intervention un peu plus retardée, on va dire vers les 2 mois de vie en gros, après donc une période de nursing d'environ 2 mois. Et on s'est aperçu qu'en fait, on avait plus de complications lorsqu'on les opérait jeunes dans la première semaine de vie, avec des enfants qui présentaient plus de rétrécissement de la couture qu'on va faire au niveau anal. On donc va c'est plus une sténose Une là, vous parlez? sténose, OK, exactement, une sténose anale, une sténose de l'anastomose, OK. ou alors des entérocolites post-opératoires, c'est-à-dire des affections du tube digestif post-opératoire. Suite à une hypertonie ou Suite à rien une à voir? hypertonie du OK, sphincter, effectivement, qui est de toute façon inhérente à la maladie de Hirschsprung. oui. Cette hypertonie sphinctérienne, elle existe quoi qu'il arrive, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, il faut les opérer plus tard, et ce qui nous a permis effectivement donc de mettre en place un circuit de prise en charge avec la mise en place d'un nursing, avec un apprentissage du nursing aux parents dès les premiers jours de vie, puis un retour à domicile une fois que les parents sont effectivement bien formés au nursing et sont autonomes. Mmh, Et puis ensuite, ils sortent donc avec une date opératoire qui en général est prévue aux alentours de 2 mois de vie à peu près, OK. plus ou moins quelques semaines, hein, en fonction des difficultés d'accès au bloc opératoire. Et ils sont opérés donc à ce moment-là pour faire l'abaissement, donc retirer la partie d'intestin malade et abaisser le côlon sain à l'anus. Et lorsque parce que c'est super intéressant ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on a l'annonce de cette pathologie et lorsque, donc vous expliquez qu'effectivement il y a une partie malade de côlon et cetera. Mais lorsqu'on va arriver plutôt sur l'éducation parentale finalement, donc sur du nursing ou ça peut être pour d'autres formes beaucoup plus étendues, une formation sur de la parentérelle et cetera et ça on y reviendra après. Mais du coup, comment vous envisagez ces choses-là? Comment vous l'expliquez aujourd'hui aux parents que, il y aura certainement des soins infirmiers quand même à prodiguer à son enfant? Alors, on va d'abord aborder avec les parents le risque de maladie longue et la différence entre la forme courte et la forme longue, et le fait qu'une forme courte soit accessible au nursing et le fait qu'une forme longue ne soit pas accessible au nursing. Et donc on fait des schémas, on leur explique un petit peu comment se développe l'innervation du côlon pendant la grossesse. Le plus souvent du bas du haut vers le bas, c'est-à-dire que la migration des cellules nerveuses qui vont coloniser le côlon se fait donc dans le sens qu'on appelle crânio-caudal, c'est-à-dire de la tête vers le bas. Et donc l'absence de migration ou l'arrêt de migration de ces cellules nerveuses qui vont coloniser le côlon, elle va se faire effectivement soit de façon très proximale, soit de façon plus distale. Donc on leur explique, on fait un schéma et ensuite on leur explique pourquoi le nursing peut être efficace et pourquoi il peut ne pas être efficace. Donc on part de toute façon toujours sur un nursing puisqu'on ne sait pas au départ quelle est la longueur d'atteinte de la maladie. Et la longueur d'atteinte de la maladie, on va leur expliquer qu'on va essayer de l'approcher à la fois par ce qu'on appelle un lavement opaque, c'est-à-dire qu'on va mettre un produit de contraste, c'est-à-dire un produit qu'on voit quand on fait des radios. Le soluté de baryté du coup. Alors on prend des hydrosolubles plutôt que de la baryte. OK. L'avantage des hydrosolubles, c'est qu'ils sont parfaitement bien tolérés par l'enfant et sont très, très vite éliminés par l'enfant. Et donc le but de ce lavement va être de trouver ce qu'on appelle une disparité de calibre, c'est-à-dire un calibre différent entre l'intestin qui fonctionne pas bien et qui est pas innervé et un intestin qui au contraire fonctionne très bien et qui essaye de pousser sur cet intestin qui n'est pas innervé et qui va se dilater donc. Oui, parce que quand on reprend, alors je reprends pour bien imager la chose, mais on est bien sur un intestin qui est donc en cylindre, qui normalement a une longueur qui est similaire sur toute la longueur du Ouais. tube digestif. Et en fait, lorsqu'on met ce soluté d'hydrosoluble, pardon, effectivement, on voit s'il y a une distension, donc si ça fait un ballon à un moment, et c'est de là où on se remarque effectivement qu'il y a la maladie ou pas. Voilà, donc à partir de là, on va déjà commencer à savoir effectivement quelle est la longueur de l'atteinte, est-ce que c'est une forme courte ou c'est une forme plus longue. Et ensuite, on va faire le nursing et mettre en place le nursing avec les parents, leur expliquant l'importance effectivement de cette montée de sonde, l'importance éventuellement de l'associer à des massages abdominaux pour faire en sorte de mobiliser les selles, de mobiliser les gaz et que ces selles et ces gaz soient évacués par la sonde rectale. L'importance éventuellement d'y apporter un petit peu de sérum physiologique pour nettoyer effectivement le côlon
et faire en sorte qu'il n'y ait pas de prolifération de bactéries, etc. Donc on explique tout ça aux parents. Tout ça est mis en place avec ici à Robert Debré ce qu'on appelle l'équipe de Sphinx Team, qui est donc des infirmières spécialisées dans l'éducation thérapeutique vis-à-vis des parents, etc. Et donc on met en place ça avec elles. Elles sont en permanence joignables. Et si les parents ont une question ou ont un doute sur la bonne efficacité du nursing, elles peuvent revenir quand elles veulent voir l'équipe Sphinx Team et qui leur explique, enfin, qui les aide effectivement dans la prise en charge à domicile avant l'intervention chirurgicale définitive. Et la question aussi, ça va être effectivement lorsque vous avez des enfants sur de la forme courte, donc vous mettez effectivement ce nursing en place pour laver l'intestin. Parfois, j'ai pu aussi, j'ai eu ouï dire qu'il y avait parfois de la paraffine aussi d'administrer pour essayer de faire glisser Ouais. les possibles fécalomes qu'il peut y avoir. Mais par exemple, lorsque ça vient pas forcément, alors on sait que c'est plutôt une forme courte, mais quand ça vient pas forcément tout de suite avec ces nursings, qu'est-ce qui peut se produire hormis l'entériocolite? Parce que l'entériocolite, ça c'est quelque chose qu'on sait nous en tant que parents, mais est-ce qu'il y a d'autres risques, le fait que les selles ne sortent pas forcément avec ce nursing? À part l'entérocolite, il n'y a pas d'autre risque. C'est un enfant qu'on n'arrivera pas à faire manger, parce D'accord. qu'il va être reclus en permanence, qui va consommer pas mal de calories, qui va maigrir, qui va être dénutri rapidement si on ne le prend pas en charge, effectivement, qui va vomir, qui peut éventuellement en vomissant en mettre dans ses poumons et donc faire des infections pulmonaires, ce qu'on appelle d'inhalation. Voilà, mais le risque majeur, c'est l'entérocolite, c'est-à-dire l'infection du tube digestif liée au fait que les bactéries vont proliférer dans cet intestin qui fonctionne pas et dont les selles restent à stagner dans ce côlon, quoi. Et avec ce que vous reflétez aujourd'hui, comment on peut aujourd'hui expliquer des diagnostics tardifs? Alors, on explique les diagnostics tardifs par les formes soit extrêmement courtes, Mmh. ce qu'on appelle les formes ultra courtes. Ça représente combien de centimètres ultra courts selon vous? Ultra courtes, c'est 3 cm, 3-4 cm. D'accord. Alors que normalement, dans une forme recto-sigmoïdienne, un rectum chez un bébé, ça fait 7 cm. Et donc une forme recto-sigmoïdienne, le sigmoïde, c'est la partie du côlon qui est juste proximale, donc avant le rectum. Et donc on est sur des formes qui font 15-20 cm à peu près. Et donc les formes ultra courtes sont les formes qui sont par définition soit localisées au rectum, mais qui de toute façon font moins de 7 cm, 3-4 cm. Et c'est des formes qui peuvent parfaitement répondre au laxatif, ou soit des petits lavements type microlax, bébé gel ou des choses comme ça, soit même des suppôts de glycérine parfois, soit du Forlax. Donc c'est des enfants qui vont être initialement vus le plus souvent par le gastro-entérologue pour une constipation finalement. Un enfant qui n'aura pas forcément de retard d'élimination du méconium à la Mmh. naissance, Mmh. donc qui est piège, hein. Et donc c'est des enfants qui vont être constipés, en particulier une constipation qui va s'aggraver lors de la diversification. Lorsque effectivement on va passer du lait maternel ou du lait maternisé à une alimentation un peu plus solide, etc. Et donc vu par les gastro-entérologues, pour lesquels on va prescrire du Forlax, des microlax, etc., etc., et qui finalement vont être diagnostiqués à 2-3 ans devant un ballonnement abdominal permanent, un retard de la croissance staturopondérale, et effectivement, et des enfants qui sont pas bien, quoi. OK, parce que oui, enfin, on a pu voir effectivement des enfants qui sont diagnostiqués à 5 ans avec un côlon, plutôt filandreux. Est-ce que vous avez des explications? Est-ce que le fait justement que le côlon, se bat en fait, pour Mmh. évacuer les selles et cetera, enfin, je pense à une histoire là, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que le fait d'avoir effectivement cette répétition de fécalome, ça veut avec la distension finalement du côlon, ça crée en fait un côlon un peu filandreux qui aujourd'hui oblige finalement de mettre une stomie et Ouais. cetera? Alors Ouais. effectivement, on arrive à des situations qui sont extrêmes avec des côlons qui sont ce qu'on appelle claqués, D'accord. c'est-à-dire qu'ils sont considérablement distendus. Et même si au départ ils fonctionnaient très très bien puisqu'ils essayaient de lutter contre l'obstacle de la partie de côlon qui n'était pas énervée, ils en peuvent plus, on va dire, et ils sont complètement claqués. Et effectivement, la seule solution à ce moment-là, ça va être de faire une stomie pour les mettre au repos. Et quand on les met au repos et qu'on décide de mettre une stomie dans ce but-là, c'est une stomie qui en général est prolongée pendant 6 mois, 1 an, le temps que le côlon retrouve un diamètre normal, soit totalement au repos.
dans l'espoir de pouvoir garder ce côlon et de pouvoir le garder pour l'abaisser effectivement ensuite. OK. Merci déjà pour ces premières réponses. Ensuite, on va parler plutôt des formes courtes, notamment lorsque vous opérez une forme courte. Donc, on l'a bien vu que vous suivez extrêmement bien vos patients. Visiblement, vous les retenez. Euh, lorsque vous opérez une forme courte, les suites de chir, qu'est-ce qui est important selon vous en tant que chirurgien de surveiller? Alors, il faut surveiller au post-opératoire immédiat, c'est-à-dire lorsque l'enfant est encore à l'hôpital. Il va falloir surveiller l'absence d'infection au niveau de la couture qu'on va faire en bas, donc au Mhm. niveau de l'anastomose colo-anale. Et puis, il faut bien sûr surveiller la reprise du transit, qui normalement doit se faire quasi à 24-36 heures de l'intervention chirurgicale. Si un enfant ne reprend pas son transit, reste ballonné, etc., il va falloir se poser plusieurs questions. Alors, au post-opératoire immédiat, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a abaissé en zone saine? C'est-à-dire que pendant l'intervention, on va faire des biopsies Mm. et on va demander à notre anatomopathologiste de regarder ces biopsies et nous dire est-ce qu'on est en zone normalement innervée ou est-ce qu'on est en zone anormalement innervée, soit totalement dénuée de toute innervation, soit un petit peu Transitionnel. transitionnelle, c'est-à-dire un peu d'innervation, mais pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Donc, avec le guidage de ces biopsies et de ces résultats pendant l'intervention, on sait si on abaisse en zone saine ou si on abaisse en zone transitionnelle. Oui, parce que vous avez la napate en direct en Ouais, plus lorsque vous êtes au ouais, bloc. ce qu'on appelle les examens extemporanés. OK. Et donc, la première chose en post-opératoire immédiat lorsque l'enfant est encore hospitalisé, c'est effectivement surveiller la reprise du transit et l'absence d'infection au niveau de l'anastomose. Et puis, une fois que l'enfant a repris un transit, normalement, on peut le réalimenter rapidement et normalement. Nous, on a des durées d'hospitalisation sur les formes courtes qui sont de 2 jours à peu près. C'est-à-dire Ah oui. en 2 jours, les enfants sont capables de manger et avoir un transit. Et donc, ils sortent ensuite et on les revoit ensuite en consultation. On les revoit en général au bout de 10-15 jours Mhm. pour s'assurer effectivement de l'absence de sténose de l'anastomose. C'est-à-dire qu'on va passer une petite bougie pour vérifier, donc ce qu'on appelle un calibrage, pour vérifier qu'il n'y a pas de sténose. Et s'il y a une sténose éventuellement, ou si ça a tendance à se rétrécir, on va proposer aux parents de revenir 2 à 3 fois par semaine en consultation pour qu'on puisse passer la bougie et donc calibrer cette Donc la anastomose. bougie, c'est alors je suis désolée, moi je connais Ouais, pas du tout ça. J'en ai un peu entendu c'est parler ça. hier, mais euh, OK, d'accord. Et donc c'est plusieurs diamètres à C'est chaque plusieurs fois. diamètres. Alors, il y a 11, OK, 12. En général, chez le bébé, on arrive à un diamètre de 12, 13 à peu près. OK. Donc, on met de la vaseline dessus, on lui donne un petit paracétamol ou un peu de sucre par la bouche. Mhm. Et puis ensuite, on passe la bougie pour calibrer l'anastomose. Et puis voilà. Et si ça bloque finalement, parce qu'en fait vous avez parce que le rectum, du coup, vous m'avez dit 7 centimètres, Mm. et en gros le but c'est de rentrer pour voir justement s'il n'y a pas une sténose. Alors, Ah bah parce que le rectum il est, oui non, quand il y a une ça va être anastomose, au-dessus. elle est en bas, au niveau de l'anus, au niveau du canal anal. Ah Donc, d'accord, OK, elle est immédiate, elle est juste à OK, l'entrée, quoi. OK. Voilà. Et donc, s'il y a une sténose qui se fait, on va essayer de dilater avec les bougies. Mhm. Alors, parfois, ça fonctionne. On va dire dans 70% des cas, à peu près, ça fonctionne. Et puis, dans 30% des cas, effectivement, malheureusement, on n'arrive pas à dilater la sténose et la sténose persiste. Et dans ces cas-là, il faut envisager quelque chose. Et donc, pour envisager quelque chose, il y a 2 solutions. C'est soit de mettre l'enfant en stomie Oui. pour lever l'occlusion, parce que comme il y a une sténose, il va rester occlus. Soit de proposer un abaissement, on appelle itératif, c'est-à-dire de refaire un abaissement avec un côlon un peu plus large pour faire en sorte qu'effectivement il n'y ait plus de sténose. Vous dites côlon un peu plus large. C'est-à-dire que quand on a abaissé le côlon au niveau de l'anastomose colo-anale, donc ça fait une anastomose qui est fait 1 cm à peu près, OK, 1 cm et demi. Et donc l'idée, ça va être de réséquer cette partie sténosée complètement ouais. Donc et de d'abaisser curer un peu. ouais, enfin de retirer la partie Ah oui, complètement d'accord, OK. et de réabaisser le côlon de Mm. façon à refaire l'anastomose cette fois-ci pour qu'elle soit plus large et Plus qu'il large. n'y ait pas de sténose. Parce que du coup, et c'est la sténose, hein, c'est vraiment en gros, en fait, si on s'imagine une cicatrice qu'on peut avoir sur la peau, ça fait Mm. en fait, en gros, grosso modo, une boursouflure qui crée une sténose, c'est Ouais, ça? ouais, c'est la réaction inflammatoire, c'est le tissu Mm. fibreux qui va se mettre autour et qui va faire cicatriser de façon un peu rétrécie, sténosante, effectivement. Ok. Parce que comme tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces termes techniques, c'était pour un peu imager la chose. Ok, donc ensuite vous constatez ça. On va parler plus aussi de la vie de cet enfant
qui grandit, comment on explique la propreté derrière pour... on va arriver du bébé à l'âge... Mmh. Et là, on passe à l'âge de 3 ans, par exemple. Régulièrement, on peut voir sur des formes courtes ce problème de propreté, Mmh. des fuites, etc. à répétition. Comment on l'explique? Qu'est-ce qui est envisageable lors de... Alors, effectivement, la première difficulté qu'on va rencontrer donc, quand on suit ces enfants en post-opératoire, c'est l'acquisition de la propreté. Et il y a une pression, entre guillemets, parentale, pour qu'effectivement ces enfants soient propres à l'entrée à la maternelle, donc en petite section, donc à l'âge de 3 ans, qui est maintenant devenu obligatoire. Mmh. Et donc les parents sont souvent effectivement très stressés et paniqués à l'idée que leur enfant puisse aller à la maternelle et qu'il soit pas propre. Alors tout d'abord, je tiens à dire ici que la maternelle, c'est obligatoire maintenant. Oui. Et qu'aucun établissement scolaire n'a le droit de refuser l'enfant sous prétexte qu'il n'est pas propre et qu'il a encore des couches. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent l'école ne veut pas le prendre parce qu'il a encore des couches. Mmh. Ils n'ont pas le droit. C'est interdit. La scolarité en primaire, donc en maternelle, est obligatoire. Ils n'ont pas le droit de refuser cet enfant sous prétexte qu'il a des couches. Donc s'il a des couches parce qu'il n'a pas acquis sa propreté, premièrement, c'est pas une catastrophe. Et c'est pas parce que forcément tous les enfants qui n'ont pas acquis la propreté n'ont pas été opérés de maladie de Hirschsprung. Oui. Donc il y en a qui sont pas propres à 3 ans et qui pourtant vont très bien. Donc c'est pas forcément lié à la maladie de Hirschsprung, premièrement. Deuxièmement, effectivement, on peut avoir des difficultés d'acquisition de la propreté chez les patients qui ont été opérés de maladie de Hirschsprung. Et si ça survient, on peut mettre en place ce qu'on appelle un protocole d'accueil individualisé, un PAI, pour qu'effectivement, il y ait une personne à la maternelle qui soit là pour changer les couches et aider cet enfant, effectivement. Et cette personne, c'est l'AESH? Vous pensez à Ouais, ça, c'est ouais, ça? ouais. Ok. Et donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et donc effectivement, à 3 ans, on va commencer à dire aux parents, en fait, les souillures, c'est plus souvent un problème de constipation qu'un problème d'incontinence. Mmh. C'est-à-dire que si la chirurgie est bien faite, et le plus souvent elle est très bien faite en France, c'est des enfants qui vont garder un appareil sphinctérien et qui donc ne sont pas incontinents. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse incontinence, c'est-à-dire c'est lié au fait que ces enfants vident mal leur côlon et donc sont soit très constipés, auquel cas on va leur donner effectivement des médicaments pour faire en sorte qu'ils puissent évacuer leurs selles correctement, soit un peu constipés, mais sans que les parents s'en rendent compte forcément. Et quand on dit constipation, c'est des enfants qui vont avoir du mal à exonérer et à vider leur côlon complètement. De fait, quand ils vident mal leur côlon, effectivement, vidant mal leur côlon, l'ampoule rectale, entre guillemets, puisqu'il n'y a plus de rectum, mais la nouvelle ampoule, si vous voulez, colique qui va se faire, va être en permanence pleine de sel, et de sorte que quand l'enfant va bouger ou va avoir un gaz, etc., il va se souiller. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est des fausses incontinences. En France, compte tenu du fait que les gens font bien, c'est ce que je pense, il n'y a pas d'enfants qui se souillent parce qu'ils sont incontinents et parce qu'ils n'ont plus de sphincter lié à la chirurgie. C'est des fausses incontinences liées à la rétention et au caractère un peu constipé de ces enfants. Donc il faut les suivre, on leur donne volontiers du Forlax pour effectivement faire en sorte que les selles soient molles et pas dures à exonérer. On essaye d'évaluer effectivement la consistance des selles sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Bristol, qu'on montre souvent aux parents en consultation, ou qu'on essaye d'évaluer en fonction de ce que les parents nous rapportent en termes de consistance des selles. Les selles doivent être moulées, molles, faciles à exonérer, ce qu'on appelle Bristol 4 à peu près. Elles peuvent être liquides parfois, souvent liquides en rapport parfois avec effectivement ce qu'ils mangent, donc c'est Bristol 6 dans ces cas-là, voire carrément pierreuses et solides, et c'est des Bristol 1, 2, dans le sens inverse de l'échelle. Et donc on va leur donner volontiers du Forlax pour les aider à avoir effectivement une exonération non douloureuse et facile. Et puis s'ils ont encore un peu de mal malgré ça, on peut éventuellement avoir accès à ce qu'on appelle la rééducation périnéale, et donc ce qu'on appelle le biofeedback. L'idée, c'est de faire en sorte de leur apprendre la pousser vers le bas et non pas la pousser vers l'abdomen. D'accord. C'est des bébés ou c'est des enfants, c'est plus des bébés maintenant. C'est des enfants qui... alors il faut qu'ils soient accessibles à cette rééducation, donc il faut qu'ils soient un peu plus grands quand même, 6-7 ans à peu près. Et il faut qu'en fait, au lieu de pousser vers l'avant avec leur abdomen, c'est-à-dire que souvent un enfant, quand vous lui dites de pousser, il va gonfler son ventre.
Oui. Et en fait, Il c'est pas ça. pousse comme ça Eh oui, avec les reins. il Ouais. pousse en gonflant le ventre, Ouais. effectivement. Et donc, c'est pas ça, en fait. On va lui apprendre à pousser vers le bas, c'est-à-dire qu'au contraire, Rentrer. contracter ses abdominaux et pousser vers le bas. Et donc, ce faisant, avec cette rééducation, associer effectivement avec le forlax ou les choses comme ça, effectivement, c'est des enfants qui vont arriver à vider complètement leur côlon et qui seront propres, quoi. OK. Et bien, écoutez, très bien. Et donc après, pour tout ce qui est technique chir, là, on arrive dans, dans vos pratiques. On a 3 techniques de connues aujourd'hui. Donc, on va commencer en fait, par les différencier. Donc, il y a la Soave, la Swenson et Et la tu as- Duhamel. ouais. Après, si vous en avez d'autres, on est tout oui. Je vous écoute. Non, Mais c'est effectivement les 3 techniques actuellement qui sont à disposition. Alors, quand on regarde la littérature, finalement, il y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Elle dépend essentiellement du chirurgien. Il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que si votre chirurgien, a été entraîné et a été formé à faire, l'une ou l'autre, et ben, il ne fera que l'une ou l'autre et il le fera très, très bien. Donc on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et donc, moi, par exemple, j'ai été formé à faire des Swenson, dès le plus jeune âge quand j'étais interne, et donc je ne fais que des Swenson. Il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des soivés, qui sont formées à faire du soivé et qui le font très bien, et les résultats sont identiques. Mmh. Et donc voilà, et d'autres qui font des duhamels. Nous, on fait des duhamels pour les formes longues et des Swenson pour les formes courtes. La technique en elle-même, elle est grossièrement, le duhamel, on va garder le rectum et on va abaisser derrière le rectum. Donc pour shunter en fait le rectum, on va l'abaisser, le côlon ou l'intestin. Le plus souvent, c'est l'intestin grêle parce qu'on est dans les formes qui sont en général plus longues. De faire en sorte que ce rectum agisse comme un réservoir en fait, et faire en sorte qu'effectivement le transit soit moins accéléré, parce que quand vous abaissez un intestin grêle à l'anus, effectivement, vous risquez de vous retrouver avec des selles qui sont très liquides et au début en tout cas, et avec une réabsorption qui se fait un peu moins bien. oui, parce que pour rappel, encore une fois, Le j'essaye de. côlon agit, c'est le côlon qui fait la consistance des selles. C'est-à-dire que c'est lui qui va réabsorber le sodium, le potassium, l'eau, etc., qui donne effectivement cette consistance de sel. Et à partir du moment où vous retirez le côlon parce qu'il ne fonctionne pas et que vous êtes obligé d'abaisser le petit intestin, donc l'intestin grêle, à l'anus, au niveau du canal anal, eh ben, il n'y a pas d'absorption qui peut se faire. Alors, dans l'immédiat. Ensuite, le grêle va s'adapter, effectivement, il va se mettre aussi à fonctionner comme un côlon, entre guillemets, et à réabsorber. Et vous allez avoir des selles un peu plus consistantes avec l'âge et avec la croissance. Mais au départ, effectivement, il n'est pas habitué à faire ça, et donc vous allez avoir des selles liquides. C'est pour cette raison qu'en général, on essaye de garder le rectum et de faire en sorte que ce rectum agisse comme un réservoir et puisse aussi avoir une capacité d'absorption, même si elle est très limitée quand même au niveau du rectum. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intervention de Duhamel. Et puis, vous avez les 2 autres interventions qui, elles, retirent la totalité du côlon qui est malade, non innervé, et qui va ensuite abaisser effectivement l'intestin sain, soit au travers d'un manchon musculaire, c'est l'intervention de Soivé, soit au contraire, au travers de rien du tout, directement au niveau du canal anal, c'est l'intervention de Swenson. Donc manchon, c'est un peu comme un bracelet, pour imaginer le Ouais. truc, c'est un petit cylindre, C'est un mais sauf petit que cylindre, c'est que du muscle en Ouais, fait, pour exactement. garder le muscle du rectum, si je me Exactement. trompe pas. Ouais. Et dans l'idée justement quand même de garder en fait, Non, l'idée au c'est départ, c'est dans le petit bassin ou au niveau du rectum, il y a plein de choses. Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs surtout, il y a des nerfs au niveau de la vessie. Et donc l'idée au départ, c'est de rester dans ce manchon musculaire pour éviter d'aller abîmer autour les nerfs qui vont à la vessie, etc., etc. Donc c'est ça l'idée au départ. au départ. Au départ. Ouais. Et puis après, la technique de Soivé, initialement, quand elle a été décrite, elle faisait des manchons musculaires de 10-12 cm à peu près. Et on voit bien qu'au fil et à mesure des années, en particulier sous l'impulsion d'un chirurgien au Canada qui s'appelle Jack Langer, on s'est aperçu qu'effectivement, en réduisant le manchon musculaire, on préconise de faire des manchons de 2 cm. Parfois, il y en a qui font des manchons de 1 cm. Et en plus, on préconise de le recouper en arrière pour éviter qu'il y ait trop d'hyperpression à ce niveau-là. Et vous voyez que le manchon, il a plus lieu d'être quasiment parce qu'il est de plus en plus court et en plus, on le recoupe en arrière. Ouais. Donc, globalement, on fait ce qu'on appelle certains appellent
des Suave Swenson, c'est-à-dire en fait une intervention mixte entre le Suave et le Swenson où on ne garde pas du tout de manchon musculaire et on la baisse directement au niveau du canal anal. Nous, on n'a pas le parti de faire des Swenson parce qu'effectivement, d'abord, moi j'ai été entraîné comme ça et tous les chirurgiens que je forme, c'est un peu mes enfants, mais tous les chirurgiens que je forme, ils font des Swenson et c'est une intervention qui pour moi est nettement plus facile à faire, plus rapide, et en plus on y a ajouté maintenant la célioscopie, donc ça nous permet effectivement de faire toute la dissection avant sous célioscopie avec des petites pinces de 3 mm. Et La célioscopie, juste pour rappel, c'est un... caméra dans le Ok. nombril, et puis 2 petites pinces pour initier la dissection du côlon qu'on va retirer, c'est-à-dire initier effectivement toute la libération de ce côlon qu'on va retirer par le haut, pour que le temps en bas soit le plus court possible en fait, et qu'on n'ait pas besoin de tirer, de stretcher sur le La partie sphincter. Ah oui, non, Effectivement, d'accord, faire ok. en sorte de garder et de préserver au maximum ce sphincter sans l'abîmer. Ok, parce que c'est marrant que vous me dites ça, parce que du coup j'imagine aussi les choses complètement différemment. Quand vous parlez d'intervention, par exemple transanale, Mm. il y a quand même cette... Oui, bien sûr, c'est une voie Ok. transanale. C'est-à-dire qu'une voie, c'est la une voie voie. transanale Ok. associée à un temps célioscopique, c'est-à-dire un temps par la paroscopie où on va passer par le ventre. Parce qu'il y a une voie transanale pure qui a été décrite en 98, où effectivement, en passant par voie transanale pure, on peut faire la dissection de tout le côlon par voie transanale. Ok. C'est-à-dire qu'on va abaisser par voie transanale pure tout le côlon. Mais on ne voit pas très bien ce qu'on fait finalement. C'est-à-dire qu'on va être obligé de tirer sur le côlon, éventuellement arracher des petits vaisseaux et faire un petit peu saigner. Alors que là, si on fait tout le départ de la dissection par voie laparoscopique, c'est-à-dire en allant dans le ventre avec la petite caméra et les pinces, on voit parfaitement la partie du côlon qu'il faut retirer, parce qu'il y a une disparité de calibre, encore une fois, Ouais. comme on avait vu au lavement aux hydrosolubles. On voit parfaitement les vaisseaux qu'on doit coaguler et retirer pour abaisser notre côlon complètement. Et donc le temps bas par voie transanale, il est réduit. Il est passé de 2 heures initialement à 20 minutes. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, on va stretcher un petit peu sur le sphincter, mais très très peu par rapport à ce que c'était initialement, quoi. Et donc là, on parlait donc de Swenson, donc Ouais. c'est plutôt sur de la forme courte. Ouais. La technique Suave, bon, qui est en train de disparaître petit à Ouais, petit. enfin, Et après, donc la technique du Hamel, qui est plus pour les formes longue, ouais. longues et voire même totales. Ouais. Ouais. Ok. Si on revient un petit peu effectivement sur la partie longue, on va dire, aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, on va dire, aux familles, justement, avec des enfants qui sont sous nutrition parentérale, vous, votre côté chir, lorsqu'on voit des enfants avec pas mal de complications, que ce soit des distensions malgré le retrait d'un côlon malade, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Donc, dans les formes longues, il faut distinguer les formes coliques totales. Oui. Ah oui, d'ailleurs, comment on les distingue? Parce qu'on se posait la grosse question quand même. Colique totale et forme longue, c'est quoi? Alors, la forme colique totale est une forme longue. C'est-à-dire qu'on a les formes rectosigmoïdiennes dont on parlait tout à l'heure, qui représentent 75% des formes à peu près. On a des formes qui remontent jusqu'au côlon gauche, au côlon droit, qui représentent environ 5 à 10% des formes, ou un peu plus même. Et puis des formes coliques totales, où cette fois-ci, c'est l'ensemble du côlon qui est atteint. Et puis, avec envahissant l'intestin grêle, c'est-à-dire remontant à moins de 5 cm de l'intestin grêle. Et puis, on a des formes, effectivement, ce qu'on appelle totales, pas pancoliques, mais totales, qui vont remonter sur l'intestin, effectivement, et qui peuvent remonter très très haut, jusqu'à l'estomac parfois. Alors, on les distingue à la fois par le lavement opaque, mais on sait que c'est pas très fiable. Mais c'est surtout les biopsies étagées, c'est-à-dire qu'on va faire des biopsies à la fois sur le côlon gauche, sur le côlon droit, puis sur l'intestin grêle. Et toutes ces biopsies, avec des examens extemporanés, vont nous permettre de dire, voilà, là je suis en zone saine, là je suis en zone normalement énervée, là je suis en zone qui n'est pas énervée, etc., etc. Alors, je me permets d'imager un peu parce que c'est super intéressant. Mais du coup, quand vous dites côlon gauche, côlon droit, si on reprend une photo un peu classique, vous avez le côlon en fait qui fait un cadre et le grêle qui est comme ça à l'intérieur. Au milieu, ouais. On est bien d'accord. Ouais. Et donc là, vous allez faire des biopsies un peu à droite, un peu à gauche. Par contre, j'ai comme souvenir, il me semble qu'on est toujours sur un cylindre et vous, l'objectif, c'est vraiment de faire sur tout le cylindre. On est bien d'accord. C'est une très bonne question. C'est un peu la difficulté, effectivement, de ces examens extemporanés. C'est-à-dire qu'on va faire une biopsie sur une partie du cylindre, finalement, et on sait qu'on a des formes transitionnelles
qui sont un peu ce qu'on appelle hélicoïdales, c'est-à-dire qui s'enroulent un petit peu en spirale autour de l'intestin, effectivement, qui fait qu'on peut avoir une biopsie d'un côté qui va nous dire on est en zone saine, alors que l'autre partie, on est en zone transitionnelle, voire en zone malade, quoi. Effectivement. Donc, c'est toute la difficulté de ces biopsies avec analyse extemporanée. Quand elles remontent sur l'intestin grêle, effectivement, c'est extrêmement difficile de savoir si on est en zone saine. Mais de toute façon, puisque c'est des enfants qui vont le plus souvent passer par une étape de stomie, puisqu'on va mettre l'intestin à la peau, il est facile à ce moment-là de couper et d'envoyer une tranche complète, ce qu'on appelle un donut. Et ouais. Quand j'avais vu la photo, ça ressemblait pas vraiment à un donut, c'est plus à un encorné. Et donc, on envoie la tranche complète, effectivement, pour que l'anatomopathologiste puisse analyser l'ensemble de la circonférence, effectivement. Okay. Et donc, on sait à ce moment-là si on est en zone saine, et si on est en zone saine, est-ce qu'on est en zone saine sur toute la circonférence. Et quand vous faites ça, donc vous le faites par exemple en direct avec le professeur qui est là, la napate du coup, j'avais une question qui m'interroge un peu, c'est que vous avez la napate, donc elle fait l'analyse, elle sait si c'est malade ou pas malade. Par contre, à contrario, j'entends souvent les familles dire « Oui, mais de toute façon, ils ont renvoyé une autre biopsie en analyse ». Pourquoi vous renvoyez une analyse derrière lorsqu'on sait... Il y a toujours une analyse extemporanée, et puis il y a une analyse définitive. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont employer des marqueurs ensuite qui sont différents, mais qui ne peuvent pas être faits en extemporané, c'est-à-dire en direct, quoi. D'accord. Une analyse extemporanée, elle est effectivement là pour dire cellule ganglionnaire ou pas cellule ganglionnaire, zone transitionnelle ou pas transitionnelle. Mais ensuite, il faut qu'il y ait une analyse définitive pour effectivement d'abord confirmer les résultats qui ont été donnés en extemporané et faire en sorte que... Enfin voilà, il faut toujours confirmer sur une analyse définitive, quoi. D'où la raison qu'on a parfois des chirurgiens, ça c'est plus en province, pas à Paris visiblement, mais j'entends souvent aussi des familles me dire « Bon, bah, il avait 5 cm de malade, mais ils ont coupé 10 pour être sûr. » Bah oui. Du coup, ça c'est systématique. Ah oui, on fait souvent ça. Ok. Mais même ici, non. Même ici, ah oui, c'est vraiment pour être, se dire... C'est pour être sûr, quoi. Okay. C'est-à-dire que c'est tellement, on va dire, pas une catastrophe, mais c'est quand même hyper embêtant d'abaisser un côlon si on ne l'a pas recoupé et qu'on est en zone transitionnelle, parce qu'on sait que ça va dysfonctionner et qu'il va falloir reprendre la chirurgie, quoi. Ok. Donc non, effectivement, mais 5-10 cm sur un côlon, c'est rien. 5-10 cm sur un grêle, c'est rien du tout, quoi. Donc de remonter de 5-10 cm, c'est pas important, et si on est sûr qu'on est en zone saine à ce moment-là. D'ailleurs, oui, à la naissance, un bébé, il y a combien de longueur de... Il a entre 175, un bébé à terme entre 175 et 2 mètres de grêle, et un côlon qui fait 40 à 50 cm. Et donc pour la partie, donc on continue sur la partie étendue. Lorsque vous avez des ballonnements répétés sur des formes étendues malgré le retrait de cette partie malade, comment on va expliquer ça? Parce qu'on entend souvent parler de ce qu'on appelle les pullulations, où généralement on les traite effectivement avec des antibiotiques, etc. Le truc, c'est que parfois, je pense, les parents, notamment moi, je ne vais pas vous mentir, on peut être perdu parce que on parle de bonnes bactéries, mais il y a aussi les mauvaises bactéries. Et après, on nous dit qu'il y a de pullulation. Qu'est-ce que c'est concrètement exactement les pullulations? Comment ça peut se traduire en fait lorsqu'on retire la partie malade? Alors effectivement, on a un certain nombre d'enfants sur ces formes longues, mais sur les formes courtes aussi, qui vont rester ce qu'on appelle dysmoteurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un intestin qui ne fonctionne pas bien. On n'a pas encore d'explication claire là-dessus. Malgré le fait que l'enfant soit abaissé en zone saine, malheureusement, il y a certains enfants qui effectivement vont garder un intestin qui ne fonctionne pas bien, qui est dysmoteur, qui propage mal le bol alimentaire pour le grêle, ou les selles pour le côlon, et donc ils vont se dilater. Et cette dilatation, elle entraîne effectivement une stagnation des selles, et donc une pullulation de microbes. Il faut se rappeler que ces enfants, ils ont été pris en charge à la naissance, le plus souvent. Ils ont eu des antibiotiques. Ils sont passés par les hôpitaux. Et donc, ils sont souvent porteurs de germes qui sont soit résistants totalement, soit en tout cas moins sensibles, etc. Comme le colostrum difficile, ce genre de choses. Comme le Clostridium difficile. Clostridium, pardon. Mais c'est moins le Clostridium, mais c'est des entérocoques, des streptocoques, des Escherichia coli, qui ont souvent pris des antibiotiques déjà quand ils étaient jeunes et qui ont appris à se défendre un petit peu contre ces antibiotiques. Donc, ils sont moins sensibles et donc, effectivement, ils pullulent beaucoup et ils sont à l'origine même de ce qu'on a des entérocolites, finalement.
hein. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont pulluler, ils vont avoir des selles complètement liquides, qui vont rester ballonnés en permanence, qui vont pas bien grossir, qui vont garder des douleurs abdominales en permanence, etc. Et donc effectivement, à ce moment-là, il faut se poser la première question qu'il faudra se poser, c'est effectivement est-ce qu'on a ABC en zone saine? Plus souvent, on est en zone saine. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un obstacle mécanique? Donc, est-ce qu'il y a une sténose? Bon, le plus souvent, il n'y en a pas. Une bride. Une bride. Est-ce qu'il y a une hypertonie sphinctérienne? Et le plus souvent, tous ces enfants ont une hypertonie sphinctérienne. Et donc, nous, on est très, très, très amateurs d'injection de toxines botuliques pour réduire cette hypertonie sphinctérienne. Et donc, effectivement, souvent, c'est des enfants qu'on va commencer par injecter de la toxine dans le sphincter pour diminuer la pression et l'hypertension du sphincter, l'hyperpression du sphincter, et faire en sorte qu'effectivement, ils éliminent plus souvent et plus facilement les selles. Et puis, c'est des enfants qu'on va mettre sous décontamination digestive. Alors, on en a actuellement 2 dans notre arsenal. Il y en a un qui est qui marche plutôt bien sur l'intestin grêle, et puis l'autre qui marche plutôt bien sur le côlon. Donc moi, je donne assez souvent du flagyl, mais mes gastro-entérologues n'aiment pas ça. C'est ce qu'on appelle le métronidazole. Et le flagyl, c'est vrai que ça décontamine pas mal, mais les gastros sont pas trop fervents de ça. Aux États-Unis, ils adorent le flagyl. Donc moi, j'ai Ça décape, oui, visiblement. Ouais, mais ça marche très très bien, quoi. Des enfants qui sont très Ah, très je bien. confirme. Ah ouais, ça marche bien. Alors, nous, oui, on le voit encore rare. Et donc, il y en a un autre qui semble mieux marcher sur les dilatations du grès, ce qu'on appelle le Ticstar, qui est un autre, effectivement. Et donc, les autres gastro, eux, donnent plutôt du Ticstar. Et puis, il y en a qui vont aussi donner des probiotiques. Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, dans mon expérience personnelle, ça marche pas. Et tous les parents et tous les enfants à qui j'ai prescrit des probiotiques, alors, il y a le Lactibiane, c'est le probiotique en ce moment que beaucoup d'utilisent parce que plusieurs souches, etc. C'est un très bon probiotique. Il marche très bien. Ils ont une forme Lactibiane gastro-entérite qui est 1 sachet par jour pendant 7 jours. Ça marche très très bien parce que finalement, ces enfants de Hirschsprung, ils ont le droit de faire une gastro-entérite aussi, hein. Et donc, quand ils font une gastro, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au cul, mais ils ont des selles très très liquides, etc. Et ils vomissent, le Lactibiane, ça fonctionne très très bien aussi. Mais la probiotique à visée de décontamination, alors qu'ils n'ont pas de gastro ou quoi que ce soit, ça ne marche pas très bien. Donc, globalement, moi, je suis très content avec le flagyl. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'enfants qui sont sous flagyl, ils en sont très contents. Et puis, le Les parents Ticstar, inversement, il y a des enfants qui sont sous Ticstar pour lesquels ça va très très bien marcher aussi, quoi. Ok. Donc, après, il y a toute une prise en charge à la fois aussi qui est diététique. Et les diététiciennes jouent un rôle majeur dans la prise en charge de ces enfants. Sur les formes longues ou Sur les toutes formes longues, sur les formes courtes aussi, dans toutes les formes, on va dire. Ils prennent ce qu'il faut manger. J'ai touché au truc, je suis désolé, ça me grattait. Essayez de le remettre. Ça me grattait un peu. Alors, le petit animal, là, je l'ai un peu. Donc, les diététiciennes jouent un rôle très très important, effectivement, et elles vont aider les parents à identifier les aliments qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas bien chez certains enfants. Il y a certains enfants qui ne vont pas supporter certains aliments. Et puis d'autres, enfin voilà, donc il y a tellement de variations interindividuelles qu'il faut. C'est une prise en charge à la carte, hein, quasiment, hein, chez les enfants, quoi. Oui, nous, on a vu effectivement qu'il y a énormément de staff justement pour le bien-être et un suivi optimal. Ok. Et du coup, je voulais en venir, on a vu un petit peu les formes, etc. Là, ça va plus être sur la partie psychologique, etc. des enfants qui ont vécu comme ça. Qu'est-ce que vous constatez en fait aujourd'hui avec les enfants? Est-ce que c'est des enfants plutôt qui se développent super bien ou est-ce que vous voyez que le côté anesthésie, justement, alors, c'est intéressant parce que, alors, en fait, ça dépend. Soit c'est un enfant qui a eu un parcours idéal et des suites simples et qui n'a, enfin, je parle sous votre contrôle, qui n'a pas de problème et qui va très très bien, qui s'insère très très bien à l'école et qui fait du sport et qui est heureux comme tout, etc. Et donc voilà. Soit c'est des enfants qui ont des parcours difficiles, alors les formes longues en particulier, évidemment,
mais aussi les formes courtes pour lesquelles ils vont avoir une sténose, enfin voilà. Et effectivement, là, ça devient difficile. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'acquisition de la propreté, et puis quand on est arrivé à acquérir la propreté, ces enfants qui peuvent rester ballonnés, à qui on va faire des injections de toxines botuliques souvent, etc., etc. Et donc, des enfants qui ont souvent, les parents nous rapportent souvent beaucoup de gaz très malodorants, et donc effectivement, vis-à-vis des copains, des copines à l'école, c'est gênant, et donc ils se sentent un peu exclus, etc. Donc il y a des vrais problèmes effectivement qui peuvent apparaître, et donc c'est pour ça qu'on a une psychologue qui les aide, qui les suive avec nous. Et puis il y a un certain nombre d'enfants, et je dirais pas qu'il s'agit que des formes courtes, mais aussi les formes longues. Il y a un certain nombre d'enfants qui ont des troubles du développement psychomoteur et qu'on n'arrive pas à étiqueter. Alors, je ne parle pas des enfants qui ont des formes familiales de maladie de Hirschsprung, dont on sait qu'effectivement il y a des retentissements neuropsychologiques, etc., et neuropsychomoteurs, effectivement, sur certains gènes et sur certains gènes qui sont mutés dans la famille. Je parle des enfants pour lesquels on n'a pas identifié de forme génétique, pour lesquels on n'a pas identifié de gènes dysfonctionnants chez eux, et qui pourtant ont des troubles de développement psychomoteur, presque autisme-like en fait. Et donc on est en train de démarrer, on a la chance d'avoir une interne de chirurgie qui est très intéressée par ça et qui démarre une étude, et on va reconvoquer tous nos patients Hirschsprung avec les psychologues, les psychiatres de l'hôpital. Et donc, on va étudier effectivement ces enfants-là, on va leur faire des tests, etc. D'abord, on va essayer de déterminer combien de pourcentage d'enfants ça intéresse, combien effectivement ont des troubles de développement psychomoteur, alors même qu'il n'y a pas de problème génétique identifié chez eux et dans la famille. Et puis, parmi ces enfants qui ont des troubles de développement psychomoteur, quel diagnostic on va pouvoir poser là-dessus, sur ces enfants-là? Est-ce que c'est de l'autisme? Est-ce que c'est, je ne sais pas, enfin voilà, on ne sait pas encore. On ne sait pas. La mode TDAH, etc. aussi. C'est pas une mode, ça existe. Non, Oui, non, mais ça existe, mais il y en a aussi. C'est pas une mode, ça Il y a existe. eu énormément de. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand ce trouble est sorti, il y a eu quand même un bondissement sur ce. Ouais. Peut-être parce qu'on a mis un mot. Ouais, Finalement, on apprend à mieux les connaître. Mais ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis une mode. Pardonnez-moi, je me suis mal exprimée. Mais c'est juste qu'on en entend énormément parler d'un coup. C'est pour ça que je disais ça. Parce qu'on apprend à mieux les identifier et à mieux les connaître. C'est-à-dire que cette fois, on a des tests à disposition qui, effectivement, permettent de diagnostiquer ces enfants ces tests-là, qui n'étaient pas diagnostiqués avant, quoi. Oui, voilà. Et vous les faites, du coup, en général, avec une psychologue, j'imagine, ou c'est vraiment... Alors, ils sont faits par des psychomotriciens, par des psychologues, effectivement. Et après, effectivement, on met un diagnostic dessus. Donc voilà, c'est des choses qu'on est en train d'explorer et de chercher. Et pour lequel, effectivement, ça nous permettra d'avoir une orientation un peu plus, d'avoir une meilleure orientation pour certains enfants, effectivement, qui peuvent présenter tel trouble après une prise en charge pour une maladie de Hirschsprung. Ok. Et ces troubles-là, vous avez dit le nom, c'est autisme-like, c'est ça? Ouais, autisme-like, parce qu'on n'a pas de nom à lui donner pour l'instant, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On sait pas. Mais c'est vraiment des enfants qui sont parfois totalement déconnectés de l'environnement, etc., de leur environnement scolaire, etc. Et qui sont même parfois déscolarisés complètement. Donc il faut vraiment les aider et mettre un mot dessus et un diagnostic. D'ailleurs, vous avez un peu ces familles, ce visu, en tout cas par rapport aux familles que vous voyez, alors que ce soit pour les formes courtes ou formes longues, par rapport à la vie, la réalité des parents qui parfois ont des enfants qui sont stomisés ou pas forcément propres comme vous le disiez, et qui justement, alors je parle plus de bébés jusqu'à l'âge de 3 ans, hein, on va plus parler de ça, mais des familles qui sont en fait refusées par les crèches, etc., parce qu'il y a des soins à apporter, où les infirmières n'ont pas forcément envie de passer, puisque c'est un soin, mais sans être vraiment un soin intéressant, on va dire, pour elles. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des contacts? Alors, d'abord, il faut prendre contact avec l'infirmière scolaire et le médecin scolaire, qui doit faire une demande de PAI chez les enfants qui sont en difficulté, alors, soit d'acquisition de la propreté, soit parce qu'ils sont ballonnés douloureux. On rappelle souvent les parents pour que les parents viennent les chercher à l'école, etc. Donc il faut mettre en place des choses, donc effectivement ces protocoles d'accueil individualisés au sein de l'établissement. Donc prendre contact avec le médecin et l'infirmière scolaire,
prendre contact avec la psychologue du service dans lequel est pris en charge l'enfant. Il a été pris en charge l'enfant pour sa maladie de Hirschsprung, et avec aussi l'assistante sociale qui peut mettre en place des choses effectivement vis-à-vis de ça. Donc tous ces services sont disponibles au sein de l'établissement dans lequel ils ont été pris en charge pour la maladie de Hirschsprung. Donc ils doivent en parler, ils doivent l'exprimer auprès du chirurgien, et qu'effectivement, pour que les choses se mettent en place, quoi. Et pour vous, c'est recommandé même de faire Ouais, appel directement à l'hôpital dans lequel ils sont bien suivis, sûr. de faire appel en tout cas à l'assistante sociale, Ouais, on à est là. la psy, Ouais, et vraiment faire un staff avec le gastro ou le chir qui est exactement. ensuite, Ils quoi. sont là pour ça. Ouais. On est là pour ça. On va venir sur quelque chose qui nous avait marqué, qui est donc ce que vous avez fait conjointement avec le Canada et donc votre collaboratrice, Madame Montalva, c'est ça? Montalva, ouais. Montalva, pardon. On a publié une revue Ah oui, voilà. sur la maladie Hirschsprung dans Nature Disease. Mmh. Donc, ce qu'on appelle un primer, c'est-à-dire qu'en fait, on a repris tout ce qui est actuellement publié dans la littérature sur la maladie de Hirschsprung pour faire un état des lieux et de savoir ce qui se fait et qui le fait et comment on fait, etc., etc. C'est une grande revue de la littérature sur la maladie de Hirschsprung. Donc, c'est Louise Montalva, effectivement, qui a travaillé dessus, qui a eu le mérite de réunir, on va dire, tous les grands éminents médecins qui travaillent sur la maladie de Hirschsprung. Et donc, chacun a écrit effectivement ce dans quoi il travaillait sur la maladie de Hirschsprung. Et c'est réuni au sein d'un article qui a été publié et qui fait référence maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une présentation en congrès sur la maladie de Hirschsprung, on fait référence à cet article. Mais après, on fait plein d'études sur la maladie de Hirschsprung dans le Oui. service. En particulier, nous, on s'est beaucoup intéressé aux maladies de Hirschsprung associées à des formes génétiques. Donc on a sorti des papiers, et puis donc là on va faire l'étude sur la psychologie, le suivi psychiatrique et neuropsy. Et puis on fait plein d'études sur la technique chirurgicale, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de choses qui sont en cours dans tous les services sur la maladie Hirschsprung, parce que ça reste une maladie qu'on ne comprend pas tout à fait. Même si on a l'impression que grossièrement, c'est une maladie simple où il suffit de retirer le côlon malade et d'abaisser le côlon sain. C'est pas du tout aussi simple que ça, malheureusement. Et on voit bien que c'est une maladie qui est compliquée à comprendre et parfois aussi très, très compliquée à prendre en charge, quoi. Oui, parce que de toute façon, c'est ce qu'on se répète très souvent et c'est ce qu'on entend maintenant aujourd'hui, c'est que chaque cas est complètement différent, hein. C'est-à-dire que vous avez beau mettre 5 formes courtes côte à côte, Bien sûr, ouais. ce n'est absolument jamais la même histoire. Mmh. C'est Exactement. c'est incroyable. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors ça c'est un peu plus pour imager, on va dire, aux familles, puisque quand on vous croise dans les couloirs, quand vous venez nous voir dans les chambres, etc., vous êtes effectivement le Graal, hein, finalement, puisque c'est vous qui nous apportez les réponses, quand même, dont on a besoin. Aujourd'hui, une journée typique, puisque vous parlez effectivement de dire, bah, déjà, vous êtes au bloc, après, vous faites aussi des études, vous faites des recherches, etc. La journée typique d'un chirurgien aujourd'hui, c'est quoi? C'est lever de bonne heure. C'est effectivement la réunion du matin très tôt à 7h45 pour parler des malades qui sont hospitalisés dans le service, des malades qui posent problème dans le service et des enfants qui sont rentrés pendant la nuit pour les urgences, etc. De tous les bébés qui ont posé problème et tout ça. Et puis ensuite, c'est soit de la consultation, soit le bloc opératoire, soit le bureau pour de l'administration ou de la recherche, écrire des papiers, etc. Et puis voilà, c'est un travail voilà, jusqu'à 6h30, 7h le soir. Et puis un peu de sport pour essayer de faire en sorte de garder une bonne forme, parce qu'il faut rester en forme. Et puis un peu de temps sauvé pour la famille, quoi. Eh ben oui, j'ose imaginer. Mais c'est un boulot, j'allais dire, c'est un travail comme un autre, quoi. C'est-à-dire que Assez prenant quand même. oui, mais Est-ce qu'il y a des attaches affectives quand même parfois? évidemment, Ouais, évidemment, ça doit être dur quand même de évidemment. s'en défaire. Ouais. 24 ans après, c'est toujours pareil, quoi. Eh oui, j'imagine bien. On s'endurcit pas, en fait. Ouais, Non, c'est ouais, c'est pas non, on s'endurcit pas. Voire même c'est de plus en plus difficile au bout de 24, 25 ans, quoi.
Mais bon, c'est pas grave, hein, il faut, Vous avancez quand même. on avance et puis on fait en sorte que les parents aillent mieux et aillent bien. Et puis nous, après, on prend soin de nous quand on a le temps, quoi. Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je suis pas sûre, mais bon, il y a pas de bonne réponse en réalité. Allez, le petit mot, pour la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez enfin, selon vous, la chose aujourd'hui à dire aux familles, qui ont un enfant, qui viennent d'avoir un enfant Mmh. de la maladie, que ça soit n'importe quelle forme, qu'est-ce qui, selon vous, est très important à faire circuler à ces familles? On a en France, on a, des chirurgiens qui réfléchissent bien et qui opèrent bien. On a, de la recherche qui fonctionne très, très bien et on a la chance d'avoir des départements de chirurgie pédiatrique, qui regroupent toutes les spécialités, qui puissent prendre en charge ces enfants qui sont porteurs de maladie de Hirschsprung. Donc clairement, il y a un espoir et il y a un espoir de vie et il y a un espoir de vie, tout à fait correct et normal, chez ces enfants qui sont porteurs de maladie de Hirschsprung. Alors on peut effectivement, dans sa globalité, regarder, les formes courtes, les formes longues et cetera. Effectivement, les formes longues vont poser plus de problèmes. Mais encore une fois, on a tout à disposition pour, faire en sorte qu'on prenne en charge ces enfants et qu'on leur offre une qualité de vie qui soit bonne. Et puis on a les formes courtes qu'effectivement, qui peuvent aussi poser problème malheureusement. Mais encore une fois, on est tous là et on a toutes les qualités et toutes les compétences pour que cette maladie soit prise en charge correctement et la chance que ce soit partout en France, quoi. Et donc ça, c'est bien. Après, voilà, je veux dire que si ça se passe mal pour certains enfants, on a au sein de la Société française de chirurgie pédiatrique, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un comité digestif qui se réunit assez souvent, une fois par mois, par visioconférence, où on parle sur lequel effectivement aussi on est en contact permanent sur des mails, etc. Et quand un de nos collègues est en difficulté avec un enfant, il lance un mail, on se voit en visioconférence et on règle tous le problème ensemble, on essaye de voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, etc., etc. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même le centre de référence MAREP, malformation rectale, et donc dans lequel effectivement sont pris en charge les maladies d'Hirschsprung, qui est à Necker, dont le docteur Célia Crétol s'occupe, et qui aussi collige tous ces patients et organise des réunions pour qu'effectivement, quand des enfants vont pas bien, on puisse tous discuter et qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse améliorer les choses et aider les parents qui sont dans Les des familles. difficultés, quoi. Et les Mmh. familles, ouais. Il y a de l'espoir, Il y a de l'espoir bien avec sûr. cette maladie. Ouais, bien sûr. Ah bah, je vais que dire oui, j'ai envie de vous dire. Nous sommes dedans et on voit l'espoir arriver en effet. Et effectivement, il y a toujours cette petite étincelle, au bout du tunnel, même si parfois elle prend, énormément de temps. Et donc oui, chaque petit pas par petit pas avec cette maladie, on nous l'a bien appris. Écoutez, merci beaucoup, Je vous en prie. professeur Bonnard. Et puis, à bientôt en tout cas. Enfin, ou Merci à vous. j'espère pas, enfin si, mais plutôt, dans les assos mais pas à l'hôpital, quoi. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de cette formidable leçon de vie, de cette maladie qui d'une certaine manière est venue se joindre à notre famille à part entière? Chaque échange, chaque témoignage nous rappelle combien la maladie de Hirschsprung est à la fois complexe et humaine, mais aussi combien elle nous unit, parents, soignants et enfants, autour d'un même espoir, celui d'un avenir plus doux pour nos petits guerriers. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour continuer à faire grandir et vivre ce podcast. Une cagnotte est également disponible pour celles et ceux qui souhaitent nous soutenir dans cette belle aventure. On vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre bienveillance et votre fidélité. Petit Hirschsprung deviendra grand.